Avant de commencer ce podcast, laissez-moi vous parler un peu de notre commanditaire au trio économique. Jean-Sébastien Lebrun, avocat fiscaliste de chez Spiegel Ryan. Donc, si vous avez besoin de conseils juridiques professionnels en matière fiscale, Jean-Sébastien Lebrun, avocat, c'est la personne qu'il vous faut. Il offre une gamme complète de services pour répondre à vos besoins en matière d'achat et vente d'entreprise, de planification fiscale et successorale, ainsi que pour résoudre à peu près tous les litiges fiscaux auxquels vous pouvez penser. Il offre un accompagnement personnalisé pour assurer la réussite de vos transactions et de vos affaires fiscales, et ce, partout au Québec et même au-delà des frontières. Contactez-le, Jean-Sébastien Lebrun, au 514-866-9842. Bon épisode. Bienvenue dans le trio économique. Aujourd'hui, on va vous parler de la Failli dire rébellion. Yann Je Efrain. manquais de dire Yann Efrain. Oui, je t'ai vu. J'ai la grosse face à Vincent dans ma face, mais manque de dire Yann Efrain. Capoté. Mais non, rébellion 1837, 1838. Mais juste avant, les leçons du passé. Antoine Bernier, Le piège du confort, le tome 1. Antoine m'envoie un petit résumé, puis je vous lis ça parce que c'est quand même assez intéressant. C'est le résumé de la trilogie. En gros, l'histoire d'un jeune gauchiste de 20 ans qui est à l'université de Vincent, la George Mason University, stressé et anxieux, qui croit que le monde est pauvre à cause du capitalisme et des riches qui ne paient pas assez d'impôts. Sol Zanetti style, les amis. Mais par un incident imprévu, il voyage dans le temps et se retrouve coincé dans les années 20 à New York. Là, il se rend compte de la dureté de l'époque et remet en question ses préjugés. Il y a des personnages intéressants à l'intérieur du livre, notamment Victor Gelsomino, Yann Senecki et Peter Rock. Qui est Peter Rock? À vous de le découvrir. Fait que c'est disponible sur Amazon, 20 $. Antoine, ça fait quand même quelques mois qu'il met de la publicité chez nous. C'est à peu près la seule façon de faire connaître son livre. Vous êtes des centaines à l'avoir acheté déjà. D'ailleurs, on vous en remercie beaucoup. Puis continuez à l'appuyer. Vincent, les rébellions. On tire-tu du mousquet aujourd'hui? Ben écoute, je pense que cet épisode-ci va te donner beaucoup de plaisir pour t'approcher sur ta crowd préférée de gens que Les péquistes? plus largement, là, il y a Les les péquistes, caribous? cet ensemble très large Tu qui te est reprends pour la semaine passée, mon coquin? ah, quoi? La semaine passée, je t'ai fait disjoncter. C'est Ah, ça que mais je là, dis? Là, tu vas OK, me là, faire du bien, là. ah, OK, là, je te gâte. OK, d'accord. OK, ouais. Non, aujourd'hui, on parle des rébellions de 1837-1838, puis c'est basé sur deux articles que j'ai écrits. Un qui est déjà publié depuis 2020, puis un T'as un autre. angle économique avec tout ça, dans le fond, ou c'est plus historique? C'est angle économique et historique. En fait, quand j'étudie l'article pour des raisons de plaisir d'histoire du Québec, mais aussi c'est parce qu'ils ont des plus grandes ramifications à d'autres débats, notamment les rébellions en général, donc l'acte de se révolter et le rôle des médias dans les événements d'insurrection. Donc, c'est les deux choses sur lesquelles je voulais contribuer avec le cas des rébellions des Patriotes, mais pas exclusivement pour faire de l'histoire du Québec. Mais ici, pour les auditeurs, on va parler vraiment plus de l'aspect histoire du Québec aujourd'hui. Puis la raison, c'est parce que ben, ça serait dur de trouver un Québécois qui ne sait pas c'est quoi les rébellions de 1837-1838, ou du moins qu'il y a eu à un moment donné des rébellions. Euh, Ça a été vu On dans a la tout vie. un prof d'histoire qui nous en a parlé à un moment donné. Ouais. Ouais. Puis si vous êtes souverainiste, vous le savez. J'imagine, s'il y a un souverainiste qui ne sait pas c'est quoi les rébellions de 1837, ou du moins qu'elles se sont passées, ce souverainiste-là devrait re-questionner son commitment. Parce que Ben, c'est. est-ce qu'ils connaissent tous en détail Non, les non, non, non. motivations et les. Ça, c'est un autre, Non, ça, je Oh, pense ouais. pas. c'est une autre raison parce que C'est un un des. statement sur si tu savais si oui ou non ça existait. Ben C'est oui, parce juste ça. qu'une des figures centrales de la rébellion des Patriotes, un certain Louis-Joseph Papineau, était celui qu'on appelait aussi le seigneur de la petite nation. Mhm. Donc, Avec. il était un seigneur. Et le régime seigneurial, c'est au cœur de bien des affaires que tu as étudiées. Et dans ses revendications, je me rappelle très bien d'avoir lu ça,
il n'était pas tant que ça en faveur de l'abolition du régime seigneurial, M. Papineau. Exact. Ben, écoute, il y a vraiment. Fait que faisons un peu. On va faire la chose que je pense. On va commencer juste par une sorte d'état des faits, puis juste pour qu'on sache qu'est-ce qui n'est pas sujet à As-tu débat. envoyé ton article là, que je puisse le montrer à l'écran pour les gens qui veulent voir Ben, celui de 2020 là, ou ben, partage ton écran? ben, je vais t'envoyer le lien pour celui-là, tout d'abord. Mais j'ai quelques supports visuels que OK, j'allais montrer parfait. graduellement. Mais commençons juste avec du moins les choses que personne va dire que c'est sujet à débat. Donc, il n'y a personne qui va faire comme ah non, je suis pas d'accord ou c'est pas vrai cet aspect-là. Non, non. Ça, c'est toutes les choses qu'il n'y a aucune raison de s'ostiner sur les détails. Puis le gros de la chose, c'est pourquoi, c'est quoi le background institutionnel qu'il y a eu pour les rébellions. Euh, et c'est lié fondamentalement, après la Révolution américaine, tu as une large collection de, euh, de loyalistes américains qui se déplacent vers le Québec. Et avant cette période-là, tu avais des Anglais qui étaient au Québec, mais c'était à peine, si c'était 3-4 de la population, ça serait beau, là, ça serait exagéré même. Mais avec l'arrivée des loyalistes, là, tu as une minorité anglophone qui émerge. Donc, Mhm. c'est plus juste comme une petite minorité, c'est une minorité assez large et elle continue de prendre de l'ampleur avec l'arrivée notamment, là, je veux dire, d'Irlandais, là, parce que c'est pas des Anglais, mais des gens des îles britanniques. Et tu as une constituante de gens qui euh, ont, euh, ont des opinions très différentes, ils sont culturellement différents des francophones. Et les Britanniques, une des premières choses qu'ils font quand les loyalistes arrivent, ils font passer, là je fais de l'histoire bien vite, ils passent une constitution, c'est la constitution de 1791, c'est l'acte constitutionnel Ouais. en fait que ça s'appelle, et on reçoit une assemblée nationale ou une assemblée législative à l'époque, mais c'était pas une assemblée législative comme on connaissait aujourd'hui, c'est qu'elle avait juste son rôle était largement consultatif, pas purement consultatif, mais c'était pas une assemblée législative qui pouvait contrôler massivement les dépenses publiques. Donc, le gouverneur avait son propre conseil exécutif. C'est lui qui choisissait les membres du conseil exécutif, donc les ministres, si tu veux. Ouais, c'était Et une démocratie très embryonnaire, mettons. exactement. Et en fait, même, il y avait deux budgets différents. Tu avais le budget militaire qui était entièrement à la discrétion du gouverneur. Et tu avais le budget civil qui était différent. Là, l'Assemblée pouvait voter. Puis là, c'était vraiment comme, imagine, prends tout ce que tu penses, c'est quoi l'espace démocratique aujourd'hui, coupe ça d'à peu près 2 tiers, puis c'est ce que tu avais à l'époque. Mais tu avais une franchise électorale qui était assez large. Donc, pour te qualifier au Québec pour voter à cette époque-là, dès que tu étais un homme, tu étais pas mal garanti de pouvoir voter, même si tu n'avais pas beaucoup de propriété. Il fallait vraiment que tu sois en état de pauvreté extrême, genre que tu n'avais même pas une ferme, puis tu pouvais voter. Dès que tu avais une ferme, tu pouvais fondamentalement voter. Donc, la plupart des hommes pouvaient voter, même pendant un moment, les femmes pouvaient voter parce qu'ils n'avaient pas remarqué qu'ils avaient écrit la chose d'une certaine manière. Ils l'ont enlevé plus tard, je pense au cours des années 1820. Ça supporte la théorie, ce que tu disais, que le droit naturel du vote des femmes a toujours existé. Il fallait leur enlever pour leur Oui, redonner. oui, 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 je suis d'accord avec ça. Ça, c'est l'État. L'État ne vous donne pas des droits, l'État ne peut que les reconnaître ou les violer. Rappelez-vous de ça. Si vous vous rappelez de ça, vous êtes à moitié du chemin pour comprendre c'est quoi être libéral. Euh, mais l'espèce de État weird que tu avais à cette époque-là, tu as eu énormément de clash entre les, les Canadiens français, donc qu'on appelait au début le Parti canadien et plus tard le Parti patriote, et le Parti des loyalistes ou les bureaucrates ou la clique du château. C'est vraiment l'origine du terme en passant, la clique du château. Ça, c'est les ancêtres de la clique du plateau, ça. Oui, mais la C'est clique bien du bon, ça. château, la clique du château, c'était les gens autour du gouverneur. Ouais. Donc, puis tu avais la version anglaise aussi, le Château Clique. Euh, apparemment, c'était une joke. Mais tu as
dans la majorité francophone, une organisation politique qui se développe très vite et ils sont capables de coopter les institutions britanniques, de se dire des citoyens britanniques avec fierté et ils se mettent à bloquer beaucoup des gestes du gouverneur. Ils font beaucoup de chicanes avec lui. Et même plusieurs fois, ils ont gain de cause à Londres. Donc, une fois, ils font une pétition pour dire que le gouverneur a violé des préceptes des libertés britanniques. Soit dit en passant, c'est drôle que tu vois les patriotes parlent de leur liberté britannique. Quand même drôle, ça. Fait qu'on C'était allait chigner à Londres pour dire que le gouverneur était pas fin. Là. que le gouverneur ne respectait pas leur liberté comme citoyen de Sa Majesté. Ce qui est, ce qui est Mais ça, assez... là, juste petite brève parenthèse sur ce que tu viens de dire, là, c'est quelque chose qu'on se rend moins compte aujourd'hui, là, mais il y a toujours eu cette inclination-là dans le mouvement nationaliste québécois ou même séparatiste. Tu sais, la dernière itération de ça, c'est Jacques Parizeau. Là. Ouais. Jacques Parizeau, c'est un Britannique, là, à quelque part. Là. Je sais qu'il y en a que ça scille les oreilles, ce que je viens de dire, là, mais il disait lui-même qu'il a détesté son séjour à Paris et qu'il se sentait bien à Londres. Il est revenu avec un. Il parlait lui-même avec l'anglais avec l'accent britannique. Il portait des beaux. Tu sais, il y avait comme tout. Il y a un côté très british à Jacques Parizeau. Ben, écoute, L'aristocratie, je veux dire, Jacques Parizeau, je pense qu'il devait triper là-dessus bien raide. Là. Même la maison, là, l'Élisette, là, tu sens pas tant que c'est français, cette affaire-là. Là. mais écoute, moi, je pense qu'il faut... Je défends ma thèse que je défends toujours. Les Québécois sont un peuple britannique qui parle exclusivement français. C'est ça, les Oui, Québécois. je suis assez d'accord avec C'est toi. un peuple... mais ça, quand je dis ça à d'autres personnes, ils sont irrités, mais non, parce que... Et ça, c'est important, parce que dans la période des Patriotes, Moi, j'aime bien tu le vois, petit soupçon de Irish qu'on a aussi à l'intérieur. il y a un mélange de ça, puis je peux embarquer un peu là-dedans, mais l'acte constitutionnel de 1791, c'est vraiment un des moments charniers, une période charnière pour le Québec, parce que c'est le début du développement d'une tradition politique au Québec qui est définitivement britannique, selon les lignes de parti, selon les traditions parlementaires, selon les outils de résistance politique, de débat politique. C'est On fait du définitif. filibustering ici. Là. Et- C'est et- pas, et- pas les Français qui ont inventé ça. Là. Ben, écoute, dans le filibustering, une des choses vraiment cool que les Patriotes avaient fait, c'était bon, la grosse bataille, ça s'appelait la bataille des subsides. Et l'Assemblée législative avait le droit de, pour le budget civil, pouvait voter certains revenus pour le gouverneur. Et le gouverneur ne pouvait pas soulever des fonds de manière unilatérale pour le budget civil. Donc, tu avais comme une sorte de degré de contrôle par l'Assemblée législative qui faisait en sorte que il pouvait un peu utiliser le contrôle des fonds publics pour se battre avec le gouverneur, mais le gouverneur, lui, avait un veto complet. Donc, si l'Assemblée votait quelque chose, puis lui, il n'aimait pas ça, bien, il pouvait faire un veto. Alors, tu avais toujours des clashs entre eux. Et en fait, une fois, il y avait eu une chicane en 1827 qui avait été très, très importante. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais pour te donner une idée d'à quel point les Canadiens français sont vraiment bien organisés politiquement. Le Parti canadien, juste avant que ça devienne le Parti patriote, euh, euh, ont fait une pétition qui a ramassé 87 000 noms. Pour une population C'est qui gros à était... l'époque, ça. Là. Ben, la population du Québec à cette époque-là, c'est Pas une 479 pétition 000. en ligne. Là. Oui, c'est pas une pétition en Ah, ligne, c'est c'est 480 000 personnes à peu près. Au recensement de 1825, les recensements manquent toujours un certain nombre de personnes. Donc, mettons qu'il manque 10 de la population, c'est une exagération. Mais mettons, tu as à peu près 500 000 personnes, un petit peu plus. Tu as 87 000 d'entre eux qui ont signé. Puis c'était prédominamment des hommes. Ils Donc, savent tu pas peux tout dire, écrire. ils ne savent pas tout écrire. C'est une colonie qui, soit dit en passant, le taux d'alphabétisation est autour de 20 Donc, tu peux dire qu'à peu près l'équivalent de tous les gens qui savent lire et écrire dans la colonie du Québec, à l'époque, la province de Québec, le Bas-Canada, ont signé cette pétition-là. La pétition a été à Londres. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Le Parlement britannique a désavoué le gouverneur, qui a été renvoyé et envoyé en Inde, ce qui était pour lui probablement une promotion d'une certaine manière, parce que la colonie du Canada était beaucoup moins attrayante en termes de prestige que la colonie Faisait fret. de l'Inde. Mais
c'était quand même un désaveu qui était fait pour ce gouverneur-là. Et systématiquement, puis surtout au début des années 1830, la bataille des subsides que je te mentionne est vraiment en faveur du Parti patriote. Et même, il y a une élection en 1834, puis les patriotes gagnent 76 des 88 comtés électoraux. Genre une victoire écrasante. Ils ont même gagné dans des endroits où il y avait des populations substantielles d'anglophones, surtout des Irlandais qui étaient l'allié naturel des patriotes. Donc, tu avais des alliances qui se faisaient, tu avais des leaders du mouvement patriote qui étaient définitivement britanniques, et ils font d'autres requêtes à Londres, et ils utilisent un langage qui est très, très britannique. Donc, ils parlent de leur liberté britannique. Tu as énormément de discours qui sont pro... pas, pas pro-anglais dans le sens le régime dans la colonie, mais définitivement pro l'esprit des institutions britanniques. Donc, c'est vraiment une sorte de drôle de révolte parce que ça fait une sorte de révolte conservatrice d'une certaine manière. C'est ça que les gens ont de la difficulté à Quand, comprendre. dans le fond, on pense qu'on était contre l'Empire british, mais en fait, c'est non, on est contre le gouverneur qui ne respecte pas les grands principes des Britanniques. Oui, ben, dans la rhétorique, t'en avais des crinqués. T'en avais toujours des crinqués qui, eux, avaient un discours beaucoup plus républicain. Puis tu vas avoir des Yvan Lamonde, des historiens qui vont parler de ça. Mais la réalité, c'est qu'une grosse partie du mouvement patriote utilise férocement des termes que tu pourrais dire. Non, en fait, on ne fait pas rébellion pour un nouvel ordre politique, on fait une rébellion pour l'ordre qu'on nous a promis comme citoyens de l'Empire britannique. Pour aujourd'hui, tu écoutes ça, tu dis, ben, probablement une majorité des patriotes utilisent le langage que je viens de résumer, que c'est leur liberté comme citoyens britanniques. Essaie de dire ça à un souverainiste aujourd'hui, tu vas voir qu'ils sont là. Je te crois pas. Mais même les historiens en question, que je suis un peu plus critique d'eux, vont reconnaître qu'il y a ça. Peut-être qu'ils vont essayer de le minimiser, mais tu as une composante définitivement très différente de, disons, si tu penses à la Révolution française en termes de degré d'intensité. Ça ressemble d'une certaine manière un peu plus à la Révolution américaine que ça ressemble à la Révolution française. C'est une sorte de révolution pour continuer quelque chose qui devrait exister au lieu de remplacer entièrement ce qui existe, ce qui est un peu weird quand tu penses à l'idée d'une révolution. Mais éventuellement, quand ils font leur... Déjà là, Vincent, tu viens de nous présenter quelque chose qui n'a jamais été présenté aux Québécois tant que ça. Là. Non. Ouais, mais Moi, sérieusement, c'est la première fois que j'entends ça. ben, à la défense, c'est pas ce que je dis pour les historiens, c'est pas particulièrement révolutionnaire ce que je dis. Par contre, je pense que la raison que c'est pas moi, je parle enseigné. de la Mais population. t'apprends pas ça en histoire de secondaire 4, c'est ça qui Ouais, arrive. mais il y a une raison, c'est que c'est trop compliqué à expliquer aux enfants. T'es sûr que c'est ça la raison? Ouais. Moi, honnêtement, écoute, j'ai de la difficulté à leur enseigner calcul différentiel, là. J'ai de la difficulté à leur faire comprendre c'est quoi une courbe d'offre et de demande. Qu'est-ce qu'il y a des députés pour qui je trouve c'est difficile de leur expliquer ça. Fait que là, essayer d'expliquer des nuances d'idées là, pour des gens en secondaire 4, là, Mais c'est parce que les Brits étaient les méchants. ouais, mais bien sûr, toujours les méchants. Là, je sais pas. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que je suis convaincu par ton explication. Moi non plus. Moi, d'après moi, c'est plus de l'idéologie. Là. Parce que si Ça on enseigne. scrape le narratif en esti. Tu sais, on est rendu qu'on enseigne aux primaires là, la fluidité de genre puis ce genre de trucs-là. Là. Ouais, ça, c'est compliqué. D'après moi, c'est un petit peu plus ésotérique que ce que tu viens d'expliquer là. OK, fine, mais je pense que les gens... Il y a une des choses aussi que ma prémisse, c'est qu'il n'y a personne qui écoute dans le cours d'histoire en secondaire 4. Donc, peu importe le contenu que tu mets dedans... si Ouais, je tu devais être dis- le seul que c'était mon cours préféré, cette affaire-là. Moi, j'étais excellent là-dedans, soit dit en passant, mais je pense que j'étais le seul qui trouvait ça intéressant aussi, comme toi. Puis c'est probablement... Je suis sûr que Yann, dans ce cours-là, il s'en calissait comme faut. Puis c'est Non. uniquement... Non, OK. Ben, en Non, fait, c'était une des matières que j'avais le moins à étudier parce que je sais pas, elle me restait dans la tête, elle. J'avais pas besoin d'étudier à la maison. OK. Mais Ok, les autres, j'écoutais pas vraiment, mais celle-là, je pense que c'est des histoires, c'est facile, on dirait. Quand il y a du storytelling, ça te reste dans la tête, c'est pas un problème. OK. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est quand tu regardes dans le fond, les districts électoraux du Bas-Canada. Là. Je fais une brève parenthèse. Là. C'est que tu te rends compte qu'il y en a plusieurs là-dedans que ce sont quand même, grosso modo, les mêmes comtés qu'aujourd'hui dans les grandes lignes. Là.
Fait que, tu sais, quand on dit que des fois, il y a des traditions dans des coins qui remontent à il y a longtemps, là, tu sais, t'as quand même deux comtés qui s'appellent Beauce 1, Beauce 2. Et c'est Hmm. grosso modo Beauce Nord, Beauce Sud. Là. Ben, à peu près, là, pas tout à fait les mêmes délimitations. Mais tu sais, fait que ça fait très longtemps qu'il y a des gens dans ces coins-là, précisément, qui élisent des députés, des gens à chaque élection. Puis c'est à peu près toujours comme ça que, tu sais, Kamouraska est un comté. L'Assomption, qui est encore le comté, si je ne me trompe pas, de l'Assomption. Oui. Montréal-Est, Montréal-Ouest, Nicolet. Tu vois, Basseville, Québec, Basseville, Hauteville. C'est quelque chose qui a traîné longtemps, ça, cette affaire-là, dans l'imaginaire des gens qui vivent Ben, à les Québec. personnes plus âgées parlent encore de la Basseville et de la Hauteville. Fait que Trois-Rivières, c'est un comté aussi. Verchères. Tu vois, c'est des vieilles. Ça remonte à il y a longtemps, là. C'est quand même intéressant de le noter. Ben, oui, mais en plus, j'ajouterais quelque chose d'assez hot, c'est que si je me souviens bien, puis là, je me demande si je fais une erreur, mais il y a une période dans laquelle au Québec, les députés, tu en avais 2 par comté. Donc, tu avais un Oui. comté, puis tu avais 2 députés par comté. Et c'était une Bon, mais c'est pour ça qu'ils les appellent Beauce 1, Beauce 2. Là. Tu vois, regarde, Mhm. c'est, mettons, t'as des comtés qui en avaient juste un, puis t'en as qui en avaient deux. Là. Et Mais il y avait. c'est pour ça que Mané, juste finir pour donner la bonne info aux gens, là, quand tu regardes les élections, à un moment donné, ça passe de 50 à 84 sièges dans l'espace d'une élection. C'est qu'il y a plein de comtés qui donnent 2 députés maintenant au lieu de juste un. Là. Ben, tu sais d'où ça vient un peu ça? C'est une hypothèse que j'ai, mais il y a une place en Angleterre pendant très longtemps. Et quand je dis très longtemps, genre, je pense que jusqu'à 1948, si tu étais un diplômé de l'Université Oxford ou de l'Université de Cambridge, tu avais 2 votes. Tu avais ton vote pour ton comté électoral et un vote pour ton comté universitaire. Donc, tu avais un Ah district ouais. unique pour l'université. Et ça a été, je pense, aboli genre en C'est 1950. élitiste, ça. Oui, oui, mais ça, c'était les university Hey, seats. as-tu pensé, mettons qu'on fait ça au Québec, on ramène ça, toi? Si on donne des votes supplémentaires au taré de l'UQAM. Ben, Ouais. oui, mais le chiffre 2, c'est un scalaire. Un scalaire peut être n'importe quel chiffre que tu veux. Il pourrait être négatif. Oh, j'en suis. Il pourrait être moins que Un 1. diplôme de l'UQAM, t'as plus de vote. Si tu veux, si je Des peux te gâter, jokes. si je peux te gâter avec des commentaires désobligeants Ben à oui. l'égard du cégep de l'UQAM. Je suis pas d'accord d'enlever le droit de vote aux flûteux de boulettes. Câlisse. Je savais que si je te donnais ça, t'allais te gâter. Puis je me suis pas trompé. Mais, anyways, partie d'histoire de côté. Là, tout ce que je viens de dire avant, c'est pas mal non. C'est pas controversé, du moins, parmi les gens qui étudient ça. C'est pas mal le gros background. L'événement déclencheur, c'est que les Patriotes, après avoir gagné, en fait, ils font campagne sur ce qu'on appelle les 92 résolutions. Ils gagnent les élections. Leurs grievances, leurs grievances sont envoyées à Londres. Leur Et doléance. leurs doléances, merci. Ça a été un peu dur pour moi. Doléances sont envoyées à Londres. Le gouvernement britannique, avec beaucoup de délai quand même, répond avec ce qu'on appelle les 10 résolutions Russell. Puis ils disent fermez vos crises de gueule. Parce que là, c'est un petit peu exagéré. Et les Patriotes sont complètement surpris. Ils s'attendaient à gagner parce que dans le passé, le Parlement avait été de leur côté. Et ils étaient vraiment surpris. Et ça a généré, en fait, des assemblées patriotes dans lesquelles il y a eu des dénonciations du secrétaire des colonies qui était... non, de secrétaire d'Intérieur... Anyways, Home Secretary, comme on dit en Grande-Bretagne. Il est dénoncé. Il y a des appels pour des boycotts. En faisant, by the way, intéressamment, des références à la Révolution américaine qu'il faut faire l'équivalent d'un Tea Party, ce qui dit t'es là comme OK, on est vraiment dans British North Americans. On est vraiment là-dedans. On n'était pas encore devenus anti-américains à cette époque-là.
Non, ben en fait, il faut se rappeler qu'après après que les rébellions ont échoué, Louis-Joseph Papineau, qui était le chef du Parti patriote, était ce qu'on appelle un annexionniste. Donc, dans les années Lui, c'était le 1840, 51e État, lui, avant le ben, temps. Ben ben oui, oui, ben ben oui, oui. ben oui. Dans les années 1840, parce que après les rébellions, le gouvernement britannique force le Québec et l'Ontario à fusionner. Hey, mais Euh, Vincent. T'entends ces affaires-là. Là. Tu sais, aujourd'hui, on entend ça, puis tout le monde vire ça en dérision, puis tout ça, mais ça fait même pas 200 ans. Là. non, même Tu sais, pas. Puis tu sais, les gens sont là, ouais, mais 200 ans, c'est long. Pas tant, les amis. Pas tant. C'est Non, pas si vraiment. long que ça, 200 ans. Là. Non, pas vraiment. Ça veut dire, tu sais, tu y penses. Moi, c'est. En fait, mon trois fois arrière-grand-père, c'était un Lenoir, donc du côté de ma mère, était un des. Son père était un patriote à lui. Donc, lui, son père, j'ai jamais retrouvé son nom dans les trucs de généalogie, mais lui, c'était Joseph Arthur Lenoir, qui était un des dits Roland, qui était un des premiers poètes canadiens. Donc, vraiment, On là. l'a-tu pendu, lui? Non, non, il n'a pas été pendu. En fait, il a écrit. En fait, si tu regardes, c'était le grand poète euh, canadien avant Émile Nelligan. Donc, les anthologies de littérature, il est considéré comme le premier poète avant Émile Nelligan. Aussi, soit dit en passant, ce qui me fait dire des fois, je me demande s'il y a quelque chose de génétique là-dedans. Il était aussi calissement libéral. Genre, il dit des trucs pro libre-échange à l'époque, puis je suis là comme est-ce que c'est transmissible? Euh, Parce que là, j'étais un petit peu surpris. Mais en fait, quand tu y penses, n'importe qui était intellectuel à l'époque puis qui écrivait était généralement libéral. Donc, tu sais, c'était peut-être plus juste un selection bias qu'autre chose. Mais donc, Ben, il n'y mais, avait mais pas ça, d'écrit encore communiste à cette époque-là non plus. On est dans ouais, la création des grandes démocraties, puis tout ça. Là. t'as que du proto-socialisme à l'époque. T'as des Babeuf, d'autres personnes comme ça qui avaient des idées qui ressemblent au socialisme, prétendent que Marx a inventé quoi que ce soit. Il a juste revomi avec plus de structure, pas super bonne, mais plus de structure ce que d'autres socialistes avaient dit avant. Mais à l'époque, Papineau, c'est ça, c'est un fan de Jefferson et Yep. des pères fondateurs américains. Là. Oui, exactement. Il cite Jefferson souvent, Mhm. mais il y en a d'autres qui citent. Tu Hey, peux là, trouver. c'est parce que là, tu me fais triper ces patriotes pour vrai. Là. Tu sais, genre, on peut-tu revenir à cette époque-là, genre? Ben, attends, les Patriotes, On peut-tu avoir un leader politique au Québec qui comprenne Jefferson puis qui tripe dessus un peu plus? Ou ça se fait-tu, ça? ben, je te dirais de faire un peu attention à ça, parce que OK. je t'ai dit euh, que le mouvement patriote, il y avait une bonne partie qui faisait un discours plus pro-liberté britannique, là, quote unquote, mais tu avais aussi d'autres qui étaient plus républicains. Le mouvement patriote est assez hétéroclite un peu. Oh, ouais. Donc, OK. il y a pas une cohérence intellectuelle très forte sur des idées hyper développées. Il y OK. a une cohérence sur quelques sujets précis. Le contrôle des dépenses publiques par l'Assemblée législative, le pouvoir de nommer les officiers civils, briser le monopole du gouverneur général, euh, et l'introduction d'un gouvernement responsable, donc c'est-à-dire que le conseil exécutif, le conseil des ministres, est imputable de l'Assemblée législative. Donc, ça, c'était les choses sur lesquelles ils étaient d'accord, mais après ça, Ça sur le tire partout. régime seigneurial, il y a des places que les patriotes sont excessivement hostiles au régime seigneurial. D'autres places, notamment leur chef Papineau, sont pour le régime seigneurial. À certaines places, ils sont pour plus de libre-échange, d'autres pour taxer le commerce. Ça tire partout. Ça tire un peu partout. Il y a pas les tentatives d'essayer de penser que c'est un mouvement cohérent Non, c'est ça. en termes d'idées, ils ont un noyau cohérent, mais le reste, plus tu essaies d'étendre la coalition, moins c'est cohérent. Puis soit ça dit en passant, c'est tout à fait normal. Tu ne peux pas gagner des élections avec juste un noyau cohérent. En fait, par définition, dès qu'un parti se rapproche du pouvoir, il va multiplier les incohérences. Et mais c'est ce qu'il doit faire, parce que sinon, tu ne gagnes pas l'électeur médian. Il faut que tu sois capable de laisser les incohérences assez molles pour que les gens puissent se joindre à ton parti. Donc, tu ne peux pas être cohérent quand tu es un parti dominant. Un parti dominant n'est jamais très cohérent. Preuve à l'appui, le Parti libéral du Canada n'a pas d'idéologie très cohérente. Ils sont prêts à changer de discours du jour au lendemain. Il n'y a aucun problème avec les contradictions apparentes. Ça fait partie de la game pour accéder au pouvoir.
tu dois accepter des incohérences. Comme le Parti patriote est le parti dominant au Québec à cette époque-là, c'est normal qu'il y ait ces incohérences-là. Mais là, écoute, tout ce que je viens de dire, là, c'est la chose que tout le monde est pas mal d'accord. Mais après ça, c'est les causes plus profondes de ça. Tu vas avoir nos caribous, puis je vais les appeler comme ça parce que faut bien que j'excite Yann un petit peu. C'est eux qui mettent l'accent, le débat ethno-linguistique. Donc, c'est Lionel Groux, c'est... Sauver le français. C'est sauver le français, mais c'est sauver contre l'assimilation. C'est une des explications. La deuxième... Alors il faut quand même dire, à cette époque-là, c'est un vrai enjeu, là, dans le sens que, je veux dire, on a perdu là, contre les Brits. Là. Ils trouvent ça bizarre qu'on parle français, puis ils aimeraient peut-être ça nous l'enlever, parce que s'ils nous contrôlent, si on n'a pas la langue, ils ne nous contrôlent pas tant que ça. Fait que, ils font attention, là, mais c'est... Mais ça, c'est une des explications, mais c'est celle que tu peux t'imaginer que tous les souverainistes voient la continuité naturelle dans le mouvement souverainiste qui a émergé après. Donc, il n'y a pas de... Pour eux, c'est tout à fait normal. Ça fit. Mais la deuxième école... Juste dire, c'est parce que je me souvenais d'avoir lu ça il y a très longtemps, là, mais je me souvenais plus du phrasé que ça avait. Là. Les 92 résolutions, là, si bol, c'est quand même assez... Moi, je comprends. Tu sais, un péquiste de 2025, comment il fait pour lire ça sans vomir? Là? Alors qu'ils sont supposés... Non, mais pour vrai, là. Point 1. Résolu que c'est l'opinion de ce comité que les loyaux sujets de Sa Majesté, le peuple de cette province du Bas-Canada, ont montré le plus grand attachement pour l'Empire britannique dont ils forment partie. Qu'ils l'ont défendu avec courage dans la guerre à deux diverses fois qu'à l'époque qui ont précédé l'indépendance des ci-devant colonies anglaises de ce continent, ils ont résisté à l'appel qu'elle leur faisait de se joindre à leur confédération. Donc, en gros, ils disent, on aurait pu, nous autres aussi, là, s'allier avec les États-Unis et devenir être avec les 13 colonies, mais par loyauté envers la princesse, nous, on ne l'a pas fait. Nous sommes des valeureux monarchistes britanniques. Hey, c'est pas ça pantoute là, qui est pas ça qui était dans mon livre d'histoire. Je te l'annonce. Les 92 résolutions me rappellent de ça, mais j'ai pas lu ce bout-là, moi. Mais écoute, c'est sûr qu'il y a aussi des résolutions... Ça a été taponné un peu, là, Vincent. Il y a quand même... Ben, en fait, la première, c'est vrai que ça a été taponné, mais les premières 8 résolutions, je pense 8 ou 9, c'est que des trucs qui réaffirment la loyauté à l'Empire britannique. Tu vas jusqu'au 9e, c'est pas présenté comme une pure sédition, c'est pas une déclaration d'indépendance comme la déclaration d'indépendance des États-Unis dit When in the course of human events, ça dit ouvertement, là, écoute, c'est le divorce. C'est pas une déclaration de divorce qui est faite dans les 92 résolutions, mais tu as des trucs, après les 8-9 premières, où est-ce qu'ils ajoutent des choses que là, tu vois l'incohérence du mouvement émerger, parce que là, tu vas avoir, par exemple, tu vas avoir une dénonciation de l'administration de la justice, mais tu vas avoir aussi des trucs pro-libre-échange. Mais après ça, il va y avoir un truc où la faible représentation des Canadiens français dans la fonction publique. Donc, tu n'as pas assez de francophones dans la fonction publique. Donc, tu as un aspect ethno-nationaliste. Mais après ça, on parle il y a des trucs sur le commerce, il y a des trucs sur la liberté de commerce, il y a des trucs sur le gouvernement responsable, sur la taxation. Puis tu vois que tu peux pas dire c'est quoi l'idéologie des patriotes au-delà de quelques trucs que clairement c'est cohérent, mais mettons, je te dirais qu'il y a peut-être un tiers des résolutions qui ont des mini-conflits entre eux si tu essaies d'avoir de la cohérence idéologique. Tu as des clashs par définition, mais c'est fondamentalement Ben écoute, on le vit encore en 2025. Un parti peut à la fois dire le prix des maisons est trop cher puis proposer des avantages fiscaux pour stimuler la demande. On peut à la fois dire le prix des maisons est trop cher puis dire non, on ne développera pas rien sur le territoire agricole. Tu sais, à un moment donné, tu dis ouais, c'est incohérent. Chut, dis-le pas. Chut. Non, c'est ça. Oui.
Ostine-toi pas avec les détails. Mais écoute, mettons ça là, dans l'ensemble. C'est clair que tu aurais pu ça aujourd'hui, puis tu n'aurais pas la même conversation Mais c'est pour ça que c'est que tu as. dur, ce que mon point avec ça pour lequel je l'ai lu, c'est que c'est très difficile de faire des va-et-vient dans le passé puis dire nous, on est les héritiers de ci et ça. T'es comme. Tu sais, il s'est passé du temps depuis, les enjeux sont plus les mêmes. Ils étaient pas. Est-ce qu'on comprend exactement quels étaient les enjeux qu'eux avaient à l'époque et les points qu'ils essayaient de faire sur des points précis? Parce que c'était facile là, de dire ah, moi, je suis de l'héritage de Jefferson, ou moi, je suis de l'héritage des Patriotes, ou moi, je me revendique de Diefenbaker, ou je sais pas trop. Ça paraît bien dans une conversation, mais c'est plus souvent qu'autrement difficile de tracer une cohérence dans le temps. Là. Ouais. Mais écoute, encore plus pour fucker tout le chien, euh, ce que tu vas avoir, c'est que tu as un autre groupe d'historiens qui, eux, vont dire que les, les révolutions, c'était des trucs de conflits de classe ou des tensions socio-économiques. Tu peux entendre déjà par conflit de classe que les marxistes ont décidé de se joindre à la conversation. Marxists have entered the chat. OK, c'est en Et quelle année, ça? ils vont dire qu'en tu veux les Les rébellions marxistes ou tu enter parles the que les chat, marxistes là? commencent à embarquer dans. Non, ça c'est les historiens OK, dans OK. comment ils interprètent la chose. Ce qu'ils vont dire, c'est que la colonie avait une modernisation qui était pénible, les inégalités augmentaient, tu n'avais pas beaucoup de croissance économique, tu avais juste les riches qui devenaient riches, donc c'était une économie qui devenait capitaliste. Et il y avait une partie de la révolution, de la rébellion qui s'explique par ces tensions socio-ethniques. Puis ils vont mettre l'accent, avec, je pense, raison, sur le rôle du régime seigneurial qui crée définitivement des classes. Mais tu sais, je pense qu'on a fait un épisode au complet sur la théorie libérale des classes sociales. Le régime seigneurial fait très bien la théorie libérale des classes sociales sans que j'ai besoin de faire référence à l'alcoolique dysfonctionnel qui était Karl Marx. Donc, ce que tu as ici, puis je réitère le commentaire que je viens de faire, j'ai que du mépris pour Karl Marx. Tous les gens qui me disent qu'ils admirent cette personne-là, je pense que vous devriez lire sa biographie. Cet homme-là, c'était définitivement une ordure. C'est dit. Mais C'est ils pas ont parce cette qu'il a abandonné tous explication-là ses qui est enfants que présente. c'est une mauvaise personne. Non, mais c'est quoi? C'est Ça, quand ça même, je m'étonne trouve. pas, ça. Non, c'est vraiment vrai. Écoute, non, mais t'en veux-tu une comique? À un moment donné, son Ouais. co-auteur, Engels, puis là, petite parenthèse, envoie une lettre pour dire ma blonde est décédée récemment. Ouais, J'ai puis beaucoup de puis peine. Max, lui, il a pas Puis répondu à un truc du genre OK, cool, mais donne-moi de l'argent. Ben voyons. Exactement! C'est exactement ça. Je peux retrouver la lettre. Il dit j'ai de la peine pour Ouais. toi. C'est pas Mais pourquoi les exactement dans ces communistes, c'est tous mots-là, des mais assholes de j'ai de la même, man? peine. Ben écoute, en même temps, il y a des libéraux. On pourra faire un épisode à un moment donné sur Hayek puis son divorce. On peut faire dans le patinage, là. Hayek n'était pas exactement une très, très bonne personne. En fait, de tous les gens dans Un le camp épisode sur le libéral que je patinage connais des leur grands biographie, penseurs, toi. écoute, t'en apprends beaucoup des fois sur ce qu'il y a derrière quand tu sais exactement leur biographie. Puis t'es là, oh wow, that's interesting. Hayek avait, écoute, Hayek a divorcé sa femme et marié sa cousine. That's it. Euh, c'est dit de même. Fait que, je laisse ça de même. Je laisse ça en suspens pour les auditeurs. Ce n'est pas une joke. Il y a un article là-dessus qui a Wow. été écrit récemment. Puis j'ai lu ça avec énormément d'intérêt parce que j'étais là. This is the closest thing I will ever come to read people. Hey, imagine-toi je veux dire, c'est pas mon le genre, mais j'étais magazine là. de gossip libertarien, toi. Ah, écoute, on regardera ça pour la taverne. Je peux dire des commentaires sur. Il y a une raison pourquoi il y a des sujets que j'évite des fois parce que c'est des pièges à rats. Mais dans la deuxième tradition, tu as l'explication que c'est socio-économique. Et tu en as une troisième qui, honnêtement, je la trouve un peu ridicule dans comment est-ce qu'elle présente son argument comme étant particulièrement intéressant. C'est qu'ils disent qu'il y a des contextes locaux qui comptent. No shit. C'est juste ça. Écoute, c'est juste ça qu'ils disent. Puis j'ai toujours trouvé comme. Puis ils vont aller dans des micro-études locales, puis ils vont faire comme une histoire de la paroisse de X. Là, ça va être des détails incroyables sur les liens entre les individus, puis je suis comme.
OK, cool story, je peux-tu avoir un big picture? Puis, puis là, ça arrive à où est-ce que moi je contribue. C'est que ce qui me tape, c'est un art de la littérature qui existe sur les rébellions. Il y a 1600 articles et livres à partir de qui ont cumulé à partir de 2000, en 2003. Donc, tu prends tout ce qui a été écrit depuis le début jusqu'à 2003, tu en as 1641. Il n'y en a aucun qui a utilisé des méthodes Attends un statistiques. peu, là. Le mieux que tu as, c'est des tableaux. Il n'y en a aucun qui utilise des méthodes statistiques, genre des régressions ou des tests d'hypothèse. Le mieux que tu trouves, c'est des fois des présentations empiriques, mais OK, tu n'as mais jamais juste pour être, de je suis pas gros sûr que tout le tests. monde voit concrètement ce que ça veut dire, là. Mettons, qu'est-ce qui est fait, puis qu'est-ce que toi, tu penses qu'il aurait dû être fait. Allons-y de même, là. Ouais, écoute, en gros, là, normalement, quand tu as des hypothèses qui rivalisent l'une contre l'autre, c'est possible qu'elles soient Mhm. toutes bonnes en même temps, mais qu'il y en a qui comptent moins que d'autres. Mais ce que tu as besoin de faire, c'est d'essayer de trouver des manières de tester les Ouais. choses. Tu as besoin de faire des tests statistiques pour voir, ben, est-ce que le régime seigneurial compte pour quelque chose? Est-ce que la détresse socio-économique compte pour quelque chose? Puis tu veux être capable de tester empiriquement l'importance de quelque chose. Parce que c'est possible que tout le monde ait raison à sa manière, mais il y en a un qui a juste OK, fine, ça existait, mais ça explique Fait qu'on est 2% beaucoup de la dans chose. Ben, l'interprétation puis la théorie plutôt que la démonstration de l'hypothèse. Es-tu en exactement. train Fait de que dire, le autrement mieux dit, qu'il y que a eu, les historiens n'ont pas une grande méthode scientifique? ben oui, c'est exactement ça que je dis. Le plus sophistiqué, c'est un gars qui s'appelle Gilles Laporte. Puis à sa décharge, lui, je ne vais pas le critiquer parce que je pense qu'il est d'un sérieux qui est inégalé dans la profession. Lui, il a collecté un paquet de données et il était le premier à les collecter. Et tout ce qu'il a pu faire, c'est ce qu'on appelle genre une régression à deux variables. C'est qu'il a juste regardé si le nombre d'événements patriotes est expliqué par la proportion de catholiques dans un comté. Puis catholique, à cette époque-là, dans les recensements, ça veut dire francophone. OK? Parce que tu n'avais pas de question sur si tu étais francophone ou non au recensement en question. C'est le seul qui a fait de quoi, mais il a Il n'y collecté, a il pas a créé vraiment de les données. catholiques irlandais encore Puis beaucoup dans notre place? Ou... il n'y en, a OK. pas- il y en a pas une tonne à cette époque-là. Tu en as quelques-uns, mais c'est pas, ça explique pas beaucoup. C'est beaucoup plus tard que tu as, ben pas beaucoup plus Les tard, années une décennie 1900 plus que ça tard que arrive tu plus. commences à avoir des Non, 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 OK, après c'est la aussi. famine irlandaise. Donc, pendant les Non, non, c'est rébellions, tu as ça. déjà une C'est la minorité fin dans d'Irlandais qui les sont années là. 1900. Là. Mais C'est c'est. 1914, ça l'arrête, dans le fond, autrement dit. Oui, exactement. Quand l'Irlande devient un pays, c'est là que la migration out of Ireland euh, commence finalement à pas mal prendre fin. Même, je pense que c'est un petit peu avant, là, mais mon histoire irlandaise, dans les détails, est un peu moins connue. On fera un épisode à un moment donné sur la famine irlandaise pour instruire les gens, parce qu'il y a du cool stuff. There's Puis depressing but avant cool d'y aller, stuff to say je about pouvais it. aller à Grosse-Île aussi. Là. C'était vraiment le fun, là, Mhm. cette affaire-là. Je l'ai faite cet été, c'était trippant. Là. Ben, juste un petit fait que personne ne sait, mais il y avait plus de gens en Irlande en 1845 qu'il y en a aujourd'hui, je Mais c'est pense. cool, ça. La famine, ben, je ne sais pas si c'est cool, mais Non, c'est un fait que peu de gens apprécient. L'Irlande était un pays immensément peuplé. La famine elle a vidé le pays. Les gens ne comprennent pas ça. C'était incroyable. C'était un des Ça, c'était les événements les patates plus qui étaient gigantesques contaminées, du c'est ça? 19e siècle. Exactement. Puis écoute, fais-moi pas partir là-dessus, là, parce que l'Irlande, j'en connais un Ouais. petit peu plus que ce que je devrais connaître. Là. Mais anyways, le gars Laporte, c'est la grande exception dans la littérature, mais il n'a jamais fait de test pour compétitionner. Largement parce que Chris, il avait collecté toutes les données sur tous les événements patriotes qu'il avait pu trouver dans des journaux, dans des correspondances, dans plein d'affaires. Mais pour le reste, il n'avait rien. C'était le seul qui avait vraiment testé quelque chose de manière au minimum en deux variables. Mais il n'avait pas tenu compte de la thèse ethnoculturelle contre la thèse économique, etc., etc. Fait que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, écoute, garde, on va prendre ce que lui a commencé, puis moi, je vais rajouter toutes les autres choses que j'ai faites, les recensements, les Mhm. données de température, les données d'agriculture. On va collecter des données sur les journaux, puis on va tester tout ça. On va tout pitcher ça à la table, puis on va essayer d'expliquer, ben, dans les rébellions, qu'est-ce qui compte beaucoup, puis qu'est-ce qui explique les événements. Puis on va y aller avec ça, puis on va juste, sans dire qui a raison, sans essayer de stipuler qui a raison. Puis en fait, le premier article que j'avais publié, je ne savais même pas qu'est-ce que je pensais exactement sur qui avait raison.
Puis ben ça, c'est celui-là dans le Journal of Economic Behavior. Écrit, j'avais dit 2020, mais c'est 2019. Calisse, je commence à vieillir. Euh, je suis un peu surpris que ça soit It's been that long ago in terms of de quand j'ai fait mes niaiseries. Mais écoute, juste pour montrer, là, je vais faire un share screen si tu me permets. Je vais montrer des supports visuels un petit peu plus intéressants que juste Ouais, le vas-y. cover de l'article, là. Parce qu'à un moment donné, c'est pas super excitant. Fait que, une des choses que moi et mon co-auteur, on a fait, c'est qu'on a collecté toute la liste. Fait qu'il y a des journaux, ce qu'ils avaient à l'époque, c'est qu'ils avaient des agents. Puis les agents étaient ceux qui étaient, en fait, qui distribuaient le journal à cette place-là. Fait que c'est comme, ben, Ah, il y a les des PC canots. à pédale, tu penses? Appelons-les de même. Ah, Je pense pas, mais en gros, mais ce que je peux savoir avec ça, c'est que je peux savoir si un journal était présent dans une certaine place Hmm. dans le recensement. Fait que je peux savoir à quel point l'information puis les idées circulent. Fait que là, ce qu'on va pouvoir voir, c'est le rôle des idées avec ça, la compétition entre journaux, parce qu'on peut savoir est-ce que c'est un journal patriote, est-ce que c'est un journal pro-administration, est-ce que c'est un journal modéré, est-ce que c'est un journal qui s'est exprimé Comme neutre. Radio-Canada, Fait mettons. qu'on va regarder où est-ce qu'ils sont. Ouais, exactement, comme Radio-Canada. Neutre et indépendant, toujours et partout. Et en fait, ça va nous permettre de tester la diffusion des idées et la compétition des idées. Plus on a les événements patriotes, plus un paquet de données qui viennent du recensement, puis ça donne ça. Puis ça, c'est Hmm. une super belle carte que mon co-auteur a faite, juste pour que. Puis tout est pas mal dedans dans cette carte-là. Fait que, commençons par les couleurs. Là. Pour ceux qui sont au visuel, ce qu'il y a, c'est une carte du Québec. Puis plus la couleur est pâle, moins il y a de compétition de journaux dans ces endroits-là. Plus c'est foncé, plus il y a de la compétition entre journaux, donc entre idées. Plus c'est pâle, moins de compétition d'idées. Plus le c'est pattern est foncé, plus facile de à voir, là. Ouais, compétition ça suit d'idées. la concentration urbaine un peu. Ouais. Là. Mais surtout la Ouais, un peu. concentration de Mais tu disponibilité remarqueras. d'informations. Exactement. Mais si tu regardes, Frank, tu dis la concentration urbaine. N'oublie pas que tu as Québec, qui est la partie un peu à l'est, Mhm. et il n'y a rien qui se passe. Il n'y a aucun événement patriote parce que les petits cercles qui apparaissent, donc là, les gens qui sont encore au visuel, je continue de décrire, euh, les cercles, c'est le nombre d'événements patriotes par 1000 personnes. OK? Donc, j'ai pris les données du recensement. Si tu avais une assemblée patriote, plus une bagarre contre des loyalistes, plus une pétition, plus des discours publics, peu importe c'est quoi qui était indiqué, donc des événements séditieux, puis je l'exprime relativement à la population dans cet endroit-là. Population telle que rapportée au recensement de 1831, qui est le dernier recensement avant. Ben, tu as beaucoup de gens à Québec, mais tu n'as aucun événement patriote à Québec, à l'exception de quelques petits trucs. Les événements patriotes sont largement à Montréal, autour de C'est déjà le Montréal, mais mystère surtout Québec dans dans ce les temps-là. endroits. C'est déjà le Y mystère de avait-tu dans le Québec. temps le genre de C'était Dominique Payette qui étudiait ça? Ou, Écoute, j'ai presque envie de Ah, dire c'est c'était ça. Radio X. Euh, C'était toute la faute à Radio X. Arrêtez, là. Euh, Écoute, j'ai torturé Yann la semaine passée. Il faut le gâter un petit peu. Là. J'y ai fait endurer des articles sur le néo-féminisme néolibéral. Mais ici, tu vois qu'il y a un pattern où est-ce que les endroits avec plus de compétition d'idées ont davantage d'événements séditieux. Puis, ceux qui ont, encore une fois, au visuel, il y a une ligne qui est présentée, qui est comme une ligne solide qui est différente des autres. La ligne solide à l'intérieur de ça, Mhm. c'est le régime seigneurial. Fait que là, on peut savoir le rôle de la compétition des idées, le rôle de la distance, le rôle de. Parce que j'ai aussi des données qui viennent des paroisses catholiques seulement, malheureusement. Donc, les endroits qui avaient beaucoup de protestants, je n'ai pas autant de données, mais j'ai les taux d'alphabétisation de la population avec le nombre de gens qui, dans les actes de mariage, signent leur acte de mariage. Donc, j'ai des données qui me permettent de savoir quelle proportion Fait que des ça a faillité un adultes peu pas mal dans les savent lire. cantons, même s'il n'y a pas trop de journaux là-bas. Là. Exactement. Mais là, ce qu'on peut faire, c'est, regarde, toutes ces données-là, on peut faire des tests où on va tenir toutes choses étant égales par ailleurs. C'est-à-dire, je vais regarder l'effet de la diffusion des idées en fonction de la diffusion Mhm. des idées, qu'est-ce qu'elle explique des événements patriotes. On peut tout tester ça. Puis,
Ben là, je montre ici le tableau. Là, j'en ai pas trouvé de manière de présenter ça visuellement autre que par un tableau. Mais le chiffre HHI, là, qui est là pour ceux qui sont là, c'est qui sont le visuel. Ce que ce chiffre-là dit, c'est que plus c'est élevé, moins tu as de compétition. C'est comme ça que c'est mesuré. Puis ce que tu vois, c'est que moins tu as de compétition, moins tu as d'événements patriotes. Mais ça, c'est même si tu tiens compte du régime seigneurial, du biais partisan des journaux, de le niveau d'alphabétisation de la population, l'âge de la population, les salaires dans la place, le niveau d'intégration des marchés. Est-ce que tu es proche d'un marché? Est-ce que tu es loin d'un marché? Tout ça, il est tenu en compte. Puis le régime seigneurial, donc les marxistes, d'une certaine manière, quand ils parlaient de classe sociale, ils ont raison. Le régime seigneurial encourage les événements patriotes. Et en fait, où est-ce que tu as le régime seigneurial et la compétition des idées, tu as encore plus d'événements patriotes. Donc, c'est-à-dire que l'effet du régime seigneurial est plus puissant où est-ce qu'il y a de la compétition des idées. Et c'est là que tu vas trouver des rébellions qui sont plus importantes. Donc, ici, ce que tu as, c'est le rôle de la diffusion des idées et les variables socio-économiques. Par contre, puis là, ce n'est pas présenté dans le tableau ici, mais on a testé pour 2 variables ethniques, qui est le taux de récents immigrants. Donc, le recensement avait quel pourcentage, c'est le truc, c'est Hey, fondamentalement Alexandre ça. Cormier-Denis, Mais calme-toi. dans le recensement, il y avait Nous une avons question qui évalué disait l'aspect racial, voilà. combien. Ce pays à la ramasse. Tu m'as complètement fait perdre Je n'avais pas fait du show encore. la voix. Écoute, oui, écoute. Fait dans le recensement, il y a une question qui dit est-ce que vous êtes un immigrant des îles britanniques qui est arrivé dans les 5 dernières années? Donc, c'est une mesure de à quel point tu as un noyau de gens qui ne sont pas encore très, très connectés avec les Canadiens français. Et j'ai bien sûr aussi la variable catholique. Puis on fait des changements entre les deux pour voir si ça a un effet, mais les variables ethniques n'ont aucun effet. Aucun. Elle n'explique pas où les événements patriotes se font. Donc, il y a une fois, je pense, dans tous nos résultats où est-ce qu'un des trucs ethniques apparaît comme étant important. Et, mais je veux dire, si tu fais 25 régressions puis il y en a une qui est significative, c'est comme une règle d'accident, ça. Généralement, tu vas toujours, comme quand tu fais 20 sondages, il y en a un qui va dire que Climat Québec existe sur la carte électorale. Ben, c'est probablement une erreur. Martine, je t'aime. Console. Écoute, elle me manque. Je m'ennuie de Martine. Pour ceux qui ne savent pas, on parlait de Martine Ah non, Ouellet on de savait son tous. parti qui va gagner. Écoute, Martine Ouellet School of Economics. Mais en gros, ce que ça montre, manque de générosité, oui, effectivement. Mais ce que ça montre, c'est qu'en gros, les 2 explications qui ont vraiment beaucoup de poids, c'est les explications qui sont liées à la compétition des médias, donc la compétition des idées, et le régime seigneurial, donc les variables socio-économiques. C'est là que le gros est expliqué de l'intensité des rébellions Fait que là, patriotes. Et il juste y a pour aussi un résumer, autre là, c'est truc pas ça que tout le monde a compris. ouais, Plus tu restes dans une seigneurie encroûtée, plus tu avais de chances de te rebeller, c'est ça? exactement. Donc, c'était les gens ont un des facteurs qui facilitait l'organisation, encourageait les gens de participer aux événements patriotes, donc de se révolter un peu. C'était si tu étais sous régime seigneurial. Et c'était encore pire si tu avais de la compétition des idées D'où parce le que tu es côté très exposé. paradoxal que le chef de tout ça soit lui-même un seigneur. Exactement. Ça, c'est ça la chose. Puis on le met dans la conclusion de l'article. Moi, puis mon co-auteur qui est sur le marché de l'emploi cette année, Patrick. Puis on dit c'est quand même assez drôle de souligner que le chef du parti, c'est un seigneur. Puis ça tient très, très bien comme résultat. On essaye plein d'affaires. Mais il y a un truc que j'avais fait dans le premier article, je pense, qui vaut la peine d'être mentionné. Puis ça, c'est un peu un mindfuck. C'est le truc qui vient après, c'est qu'on a regardé, OK, maintenant qu'on a une bonne idée des causes, on va essayer de comprendre à quel point, derrière les causes, il y a aussi pourquoi certains endroits ont eu plus de facilité à se révolter que d'autres.
Et la chose qu'on explique dans cet article-là, c'est que l'article s'appelle Markets for En fait, originellement, l'article s'appelait Markets for Rebellions Parfait, ça. au lieu de l'article. Mais l'éditeur nous avait fait changer ça pour Can Markets Foster Rebellion? J'étais comme non, esti, Markets for Rebellion, mais j'ai perdu avec l'éditeur. Fait que je Ben, me suis ça, comme c'est pas du obstiné. monde qui ont le Mais sens la du chose qu'on marketing, disait, hein, c'est. les éditeurs. Ah, c'est que j'étais fâché, écoute. Les Laissons autres ça de savent côté. comment vendre des livres. Ah ouais, L'article. eux autres, t'es laissé en charge d'un Les gazeball, gars, le les gazeball gars, fait les faillite. gars, faites-moi pas fâcher, là. Faites-moi pas fâcher. Je suis encore déçu d'avoir perdu cette bataille-là. C'était une bataille que j'aimais beaucoup le titre, mais je me suis fait dire non. J'ai essayé une première fois de comme le laisser passer puis de l'ignorer, puis il est revenu à la charge. J'étais comme calice. Fait que j'ai perdu. Mais comme c'était un très bon journal, je voulais vraiment l'avoir. Puis j'étais pas encore professeur à cette époque-là quand on l'avait envoyé. Fait que tu sais, j'étais encore Ah ouais, chercheur postdoc. fair enough. Fallait que j'avais pas le même leverage Fallait que que j'ai tu te aujourd'hui, soumettes. mettons. Mais écoute, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé le price gap. On va laisser Gigi de côté. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris, puisque le recensement de 1831 avait les prix des produits agricoles dans chacune des paroisses, qui est assez cool, puis que j'ai rarement vu avant. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, OK, regarde, on va prendre le prix dans chaque paroisse, puis on va prendre à quel point ton prix est différent de celui d'une grande ville. Soit la grande ville de Montréal, soit la moyenne de Trois-Rivières, Québec et Montréal, ou laquelle des trois villes est la plus proche de toi. Puis ce qu'on va regarder, c'est est-ce que tu as une plus grande chance d'avoir une rébellion si tu es plus intégré avec les marchés que si tu l'es moins. Puis la réponse, c'est qu'on trouve que puis là, le price gap, c'est que plus l'écart est grand, moins tu es intégré, ben moins tu es intégré, moins tu te révoltes. La chose qu'on explique dans l'article, c'est que les patriotes, une des choses qu'ils faisaient, c'est que tout le développement des marchés qui avaient les réseaux de commerce qu'ils y faisaient, c'était des marchands qui réutilisaient tout leur réseau de commerce pour faire des activités de rébellion. Donc, genre, il y a un magasinier que ce qu'il fait, c'est qu'il prend, il dit, ben écoute, j'ai commandé des fusils. J'ai utilisé mon réseau pour commander des fusils, puis il les a donnés aux patriotes. Il y en a d'autres qui se servaient de son réseau de contacts pour fomenter la rébellion. Puis ce qu'on dit, c'est que les endroits où les marchés se développaient par l'activité entrepreneuriale, toute, toute l'infrastructure qui supportait les marchés a été réutilisée pour développer l'activité patriote. Puis ce qu'on essayait de souligner dans cet article-là, c'était de dire qu'il y avait quelque chose dans la littérature en économie qui se trompait. C'était que des fois, en fait, le développement des marchés va encourager la rébellion au lieu de la réduire. Parce que l'argument, souvent, c'est que plus tu te développes, moins il va y avoir de chances de rébellion parce que les régimes plus riches ont plus de légitimité. Nous, ce qu'on dit, c'est non. En fait, dans les premiers moments, c'est possible que le développement des marchés encourage des moments de rébellion. Puis c'est ça qu'on a essayé d'expliquer. Mais la chose qui était cool ici, c'est que ça disait au... moi, c'était un peu la partie qui me motivait un peu à l'écrire quand on a découvert le résultat. C'est que ça veut dire que les marchés ont aidé les rébellions. Fait que plus de liberté économique, plus d'intégration des marchés veut dire plus de chances de liberté du Québec de devenir une nation souveraine. Attends Faut un juste peu, attends un souligner peu. ça Là, aux autres souverainistes. répète ça, donc. Ça, Non, c'est mon non, petit c'est pas côté baveux, baveux. man, C'est c'est mon petit logique. côté baveux. Plus de liberté économique Les... égale plus grande probabilité d'avoir une nation souveraine. Exactement. Répète-les, moi. Je pense que ça mérite d'être entendu plusieurs Plus de fois, ça, liberté. sacrément. Plus de liberté économique veut dire plus de marché. Plus de marché augmente les chances d'une rébellion qui réussit. T'sais, c'était ça le point de ce deuxième article-là. Puis j'étais assez fier de mon coup, mais ça, encore une fois, j'ai été obligé de le tone it down juste un petit peu dans la tu étais conclusion. capable de voir aussi, parce que tu sais, tantôt on a parlé des élus du Parti patriote, tout ça, les autres comtés où il n'y avait pas élus des patriotes, est-ce qu'on était capable d'avoir un lien justement avec les mêmes variables, là, dans le fond, avec le régime seigneurial, l'information, puis Mais là, je suis en train de préparer un les autre bureaucrates, article c'est le nom que je avec cherchais, les Evelyne partis Brie des bureaucrates. Ouais. le Parti bureaucrate. Mais il y avait des comtés où tu n'avais pas d'élection. Donc, tu avais des élections par acclamation. Donc, ça arrivait parfois que l'autre parti réalisait que ça valait même pas la peine d'essayer. OK. Je
pas pourquoi Yann vient de mettre ça à l'écran. Pour ceux qui sont à l'audio, Yann a décidé de mettre une photo du gars du meme qui est comme complètement déphasé de quelque chose. Je sais pas pourquoi Yann vient de Mais mettre Chris, ça. il me semble Mais, c'est tellement évident. Ben oui, t'es encore sur ton truc d'avant. j'exprime mes Ah, OK. émotions via des mimes. Je me sens comme Je Joey savais même aujourd'hui. pas que t'en avais des émotions. Ah oui? Ouais. Ça veut Ah, dire quoi, ça? tu nous expliqueras ça dans la taverne. Ouais, c'est ça, c'est Dans ça. le segment Yann sur le divan. L'écureuil à Yann. Non, mais c'est tellement logique, genre, que des marchés bien développés conduisent à un désir de liberté. God, c'est beau à entendre. Écoute, je suis content de te faire plaisir comme ça après tout ce que je t'ai fait la semaine passée. Mais tu sais, l'espèce de recap, c'est que Evelyn puis moi, on veut travailler sur un autre aspect parce qu'elle est en train. À l'époque, les votes étaient un petit peu mieux documentés qu'aujourd'hui, notamment le fait qu'on pouvait savoir qui a voté pourquoi. Donc, tu as des listes d'électeurs qu'on peut utiliser. Fait qu'on est en train de préparer une dernière série d'articles qui devrait pas mal conclure le sujet là-dessus. Fait qu'on prépare de quoi. On finit quelque chose sur la conquête présentement. On a déjà commencé à circuler le brouillon de celui sur la conquête. Parce que, écoute, tant qu'à se faire des amis. Et ceux qui sont pas contents, ils sont libres de Mais on produire va. Ils sont libres de faire ce qu'on fait, c'est-à-dire prends les hosties de données, numérise-les, puis fais ta hostie de job. Si t'as une opinion, Ouais, publie. ils sont libres d'essayer de fact-checker et de falsifier ce que vous avez dit. Là, je veux dire, Toutes mes données sont en open access. Fait que, have fun. Mais c'est ça le recap. Fait que là, il y a quelques petites affaires qui, je pense, restent à expliquer des rébellions patriotes. Mais dans l'ensemble, dans les causes, on peut exclure que la variable ethnoculturelle est vraiment importante. Puis ça fit même avec ce que des souverainistes essayaient de souligner, c'est que dans les leaders patriotes, tu as des gars comme Nelson, qui est un ouais. anglophone, tu as des Irlandais qui sont importants. C'est pas un mouvement... Bon, il est disproportionnellement catholique et francophone, mais relativement à leur poids dans la population, les Anglais ne sont pas massivement sous-représentés, même ils sont très présents dans le leadership, dans le membership. Donc, c'est pas l'argument qu'il y a une grande ligne ethnique, c'est vraiment basé sur le fait que le gouverneur était britannique. Mais c'est pas parce qu'il était britannique que le clash était ethnoculturel. Le clash ethnoculturel, vraiment, au Québec, je pense que c'est mieux de penser, puis ça, c'est peut-être quelque chose qu'on pourra jaser plus tard. C'est un truc qui est vraiment plus post-1840 que pré-1840, parce que là, il y a des tentatives plus délibérées d'assimilation. Puis c'est là que tu as une sorte de changement dans le discours du nationalisme québécois à partir de cette époque-là. Absolument. Écoute, on va passer à la taverne parce qu'il y a d'autres petits trucs intéressants à jaser. Je me promenais dans les résolutions du coin de l'œil, puis il y a des trucs quand même assez intéressants. Ça peut être cool de se rappeler. Fait qu'on on va en jaser. Puis j'ai aussi d'autres affaires sur lesquelles je voulais entendre Vincent dans la taverne. Fait que, Ah ouais, tu on veux y va entendre de ce Vincent, pas. toi, des fois? Pas tout le temps, mais des fois.